Bonjour, bienvenue sur les Pas du Shiatsu, podcast francophone ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Je m'appelle François-Olivier Louaille et je suis shiatsushi. En médecine chinoise, on dit que le ciel ordonne et la terre exécute. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire simplement que tout ce qui se passe dans notre univers est déterminé par ce qui se passe dans le ciel. Le jour, l'activité, la nuit, le repos, les saisons, les récoltes, les semailles, etc. Mais qu'à l'intérieur de nous, il en est de même. Et lorsque vous prenez ce qu'est le ciel à l'intérieur de nous, c'est le psychisme. Et lorsque vous prenez ce qu'est la terre à l'intérieur de nous, c'est le corps. Et que tout ce qui se passe dans le corps est déterminé par le champ du psychique. La psycho-énergétique, ou comment nos émotions ont un impact sur le corps et méritent d'être pleinement considérées en shiatsu, c'est l'un des axes majeurs du travail de Michel Odoul. Nous continuons ensemble l'entretien entamé lors de l'épisode précédent. La notion de psycho-énergétique, Michel Odoul la développe notamment dans le deuxième des 3 tomes de son ouvrage Shiatsu fondamental. Sa réflexion s'engage à partir des entités viscérales telles que les décrivent les textes de la médecine traditionnelle chinoise. Effectivement, dans le concept des entités viscérales de la médecine traditionnelle chinoise que j'évoquais tout à l'heure, il y a un lien indéfectible qui est fait entre le corps et l'esprit. Le seul problème qu'il y a, maintenant, aujourd'hui, on commence à en parler un petit peu plus. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à en parler, personne ne parlait ou n'enseignait sur ce schéma-là. C'était quelque chose qui était assez troublant pour moi, qui était assez étonnant, parce que pour moi, je considérais que c'était un pilier majeur. Or, à l'époque, très très peu, dans les années 80, les entités viscérales, quasiment personne, à part Faubert peut-être, dans son traité didactique d'acupuncture, n'avait évoqué cette question-là. Or, cette question-là, moi, elle me semblait majeure. Mais le problème, c'est que les orientaux, ils ne fonctionnent pas tout à fait comme nous. Nous avons une pudeur extrême sur le corps et une impudeur extrême sur la vie intérieure, et donc où on est capable de tout déballer, de tout théâtraliser. Eux, c'est l'inverse. Vous allez au Japon, vous pouvez prendre des onsen et des bains avec d'autres personnes entièrement nues, sans aucun problème. En revanche, on ne parle pas de l'interne, on ne parle pas de l'intérieur, on n'évoque pas les états d'âme et des choses comme ça. On doit rester fort, on doit rester droit, on doit avoir cette espèce de flegme apparent qui ne trahit rien et qui montre que l'individu est fort et capable de tout dépasser. Et par conséquent, dans ce qui est la thérapeutique de base, et Nakasano était un des premiers à fonctionner de cette façon-là, eh bien, il n'y avait aucune expression du champ psycho-émotionnel. En revanche, il y avait une expression qui existait à travers ce qui était le champ qualitatif de l'énergie. On y reviendra peut-être, mais avec une notion particulière qui est celle qui est apportée par les points antiques. Eh bien, chaque méridien peut être traité sur un déséquilibre d'ordre quantitatif, trop ou pas assez d'énergie, mais peut également être traité sur un champ qualitatif, suffisamment d'énergie, mais une énergie de mauvaise qualité. Et que c'était à travers cette logique-là qu'il y avait en creux cette notion psycho-émotionnelle. Sauf que, en tant que praticien, quand vous recevez dans votre cabinet à Paris un occidental de base, lui, il parle. Et donc, il faut être capable de lui répondre quelque chose. Et c'est ce qui m'a conduit à aller chercher, dans la psychologie occidentale, qu'est-ce qui pouvait me permettre de constituer ces liens-là. Et j'ai trouvé les réponses dans la psychologie jungienne. Jung a été extrêmement impacté par sa rencontre avec l'Orient. Il a des concepts fondamentaux de sa connaissance qui ont été tirés d'un traité d'alchimie chinois qui s'appelait le traité de la fleur d'or. Et il y avait des liens qui étaient des liens qui me semblaient particulièrement intéressants et pertinents. Et c'est à partir de là que j'ai pris ces 2 visions, c'est-à-dire la vision jungienne et la manière avec laquelle il constituait ces liens de similitude, ces liens d'inconscient à travers ses concepts de synchronicité, ces liens d'équilibre des inverses à travers son concept de la paix des inverses, et les éléments qui étaient les éléments apportés par le shiatsu et la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire les éléments de yin, de yang, de kyo, de jitsu, donc de plein, de vide, etc., etc. Et qu'en connectant ces différents éléments-là, en y associant les entités viscérales qui vous disent qu'il y a une entité viscérale qui s'appelle le Run, qui est associée à l'énergie du foie et qui dépend de cette énergie. Il y a une entité viscérale qui s'appelle le Shen, qui est associée au cœur et qui dépend de cette énergie, etc., etc. Et que bien évidemment, si on constate que l'organe dans le corps sert à quelque chose de particulier et qu'on constate que dans la psychologie, on a des pans de notre psychologie qui servent à gérer sur le plan psychique ce quelque chose de particulier que l'organe gère sur le plan physique, on va pouvoir faire des liens qui ne seront absolument pas triviaux, mais qui seront des liens de cohérence. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à constituer une espèce de cartographie fondamentale dans laquelle, eh bien, finalement, je me suis dit que si telle zone corporelle est en souffrance, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait un lien avec le pan psychique qui lui correspond et qui résonne avec elle.
Et que même au-delà de cela, dans la notion de l'entité viscérale, on vous dit quoi? On vous dit qu'elle dépend de la qualité de l'énergie de l'organe. Si l'organe est maltraité, il va avoir besoin de beaucoup d'énergie. Où va-t-il aller la chercher? Dans le pan psychique qui lui correspond. Cet appel d'énergie va donc se faire aux dépens du pan psychique qui va générer le déséquilibre psycho-émotionnel. Mais à l'inverse, si je suis quelqu'un qui est par exemple trop passionné et passionnel, je vais finir par fragiliser mon cœur et faire un jour un infarctus. Et donc il y a petit à petit une espèce de trame relationnelle qui s'est tissée de cette façon-là, que dans un premier temps j'ai posé de côté, et qu'ensuite j'ai mise en observation et en confrontation avec le réel. C'est-à-dire que lorsque j'avais des patients qui m'amenaient une symptomatique ou un traumatisme dans une zone corporelle, je les interrogeais si dans leur vécu, etc., il n'y avait pas quelque chose qui était plutôt dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et c'est comme ça que j'ai constitué cette notion et cette dimension de la psycho-énergétique, puisque l'énergétique permettait d'eux. Est venu se rajouter à ça ensuite le fait qu'à chaque méridien d'acupuncture, en médecine traditionnelle chinoise, on associe un pan du psychisme. Et que chaque méridien d'acupuncture est en lien avec une émotion, est en lien avec une réaction biologique, etc. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai relié les éléments de l'énergétique, les méridiens d'acupuncture, avec les pans physiques. Et qu'en plus, non content de cela, mais dans la déclinaison même de ce qu'est la pathologie, j'ai fait des liens avec les méridiens, mais en plus avec certains points, qui sont les fameux points antiques, dans lesquels on va avoir des notions de qualité. La qualité bois, elle amène de l'acidité. Si j'ai une acidité gastrique, c'est sans doute le bois de l'estomac qui est concerné. La qualité feu, elle amène quelque chose qui est particulier. Et si j'ai par exemple une bronchite, c'est-à-dire un état inflammatoire dans une sphère pulmonaire, c'est sans doute le feu de mon poumon qui est quelque chose qui est concerné. Et ça m'a amené à un paysage et à la construction d'un paysage qui, bien sûr, dans le champ de la vulgarisation, n'est pas développé à ce point-là, mais qui, dans le champ de la pratique professionnelle, l'est. Pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, vous faites un cycle de nutrition où vous faites rentrer l'intellectuel, le culturel et l'affectif, au même titre que l'alimentaire et l'air en fait. Oui, ça c'est un des éléments fondamentaux dans la notion de la psycho-énergétique, effectivement, qui est de concevoir qu'il y a dans la vision de la médecine traditionnelle chinoise 5 principes fondamentaux qui sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Ces 5 principes sont en relation avec 5 organines, qui sont le foie, le cœur, la rate, pancréas, le poumon, les reins, en lien avec 5 types d'émotions, en lien avec 5 moments de la vie, avec 5 saisons, avec etc., etc. Mais également en lien avec quelque chose qui est assez peu développé, qui sont des modes nutritionnels. Il y a effectivement 5 modes nutritionnels fondamentaux. Et ces modes nutritionnels fondamentaux, eh bien, ils génèrent quoi? Ce que toute nutrition amène, c'est que dans le corps, une nutrition, pour nous apporter quelque chose, elle doit passer par un stade qui s'appelle la transformation. Eh bien, il faut savoir qu'aux 5 modes nutritionnels vient s'associer 5 modes d'expérimentation et de transformation. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit qu'effectivement, associé au bois, on a un mode de nutrition qui est affectif, qu'associé au feu, on a un mode de nutrition qui est intellectuel, c'est ce qui permet de comprendre, le feu, c'est ce qui gère le cerveau, qu'associé à la terre, on a un mode qui est un mode de nutrition alimentaire, bien évidemment, qu'associé au métal, on a un mode qui est un mode qui a à voir avec le champ respiratoire, c'est-à-dire l'espace que l'on se donne, et qu'avec l'eau est associé un champ nutritionnel qui est la nutrition culturelle, c'est-à-dire qu'un individu, eh bien oui, il a besoin de nourrir ses affects, il a besoin de comprendre ce qui lui arrive, il a besoin d'en faire quelque chose sur le plan matériel, il a besoin de l'intégrer dans son champ de vie, dans l'espace qui se donne dans sa vie, et ça va lui permettre de l'intégrer culturellement et d'en faire une nouvelle référence vers laquelle il va pouvoir aller, et ensuite s'en servir et progresser ainsi sur le chemin de la vie. Mais que chacun de ces modes nutritionnels, eh bien il s'appuie sur un mode de transformation. Et de la même manière que la première nutrition, c'est la nutrition affective, c'est la première nutrition que l'on a dans le ventre de sa mère, en dehors de la nutrition matérielle, bien évidemment, eh bien, il faut savoir que dans toute expérience, quelle qu'elle soit, le premier mode d'expérimentation, c'est celui du ressenti. Or, le ressenti, c'est ce qui décide de tout. C'est-à-dire que dans la vie d'un individu, rien n'est objectif. Tout n'est qu'interprétation. Et le même vécu va chez l'un devenir pathogène et chez l'autre n'avoir aucune conséquence. Et qu'être capable d'associer, bien sûr, ces modes nutritionnels et ces modes d'expérimentation à ce que nous amène le patient, va nous permettre de conduire l'entretien d'une manière intéressante, puisque ça va nous aiguiller sur la façon avec laquelle on va l'amener à exprimer son ressenti. Et à partir de ce moment-là, à pouvoir décliner l'ensemble des 5 plans sur lesquels le phénomène a été vécu, entendu, ressenti, et comment il a fini par s'intégrer dans le corps. Et ça peut être la maladie, et ça peut être le traumatisme.
Et dans ce paysage à 5 directions, vous réintroduisez les cycles de contrôle à l'image du cycle de contrôle des 5 mouvements tels qu'on l'apprend en médecine traditionnelle chinoise. Oui, bien sûr, les cycles de contrôle, ils sont fondamentaux. Et là aussi, en étudiant le concept des entités viscérales, j'ai découvert quelque chose qui était assez troublant. C'est l'ordre dans lequel les entités, c'est-à-dire les pans du psychisme, s'activent lors de la construction du fœtus. Et j'ai été particulièrement troublé parce que j'ai compris que dans sa réalisation physiologique, eh bien, les choses s'activent dans ce qu'on appelle le cycle d'engendrement, c'est-à-dire ce qui produit et ce qui développe, qui est un cycle de nature yin. Mais qu'en revanche, l'activation des pans psychiques qui viennent s'appuyer sur les pans organiques, elle se fait selon un cycle qui est le cycle de contrôle. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, que fondamentalement, le principe de la vie, pour pouvoir se perpétuer et continuer à exister, a besoin de s'appuyer sur le cycle de contrôle, et que c'est lui le déterminant, et que le cycle de l'engendrement, en fait, exécute quelque chose de particulier. Et là, on retrouve une autre notion, qui est une notion là aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Le cycle de contrôle étant de nature yang, le yang c'est le ciel. En médecine chinoise, on dit que le ciel ordonne et la terre exécute. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire simplement que tout ce qui se passe dans notre univers est déterminé par ce qui se passe dans le ciel. Le jour, l'activité, la nuit, le repos, les saisons, les récoltes, les semailles, etc. Tout ce qu'est la vie dans notre univers est déterminé par le cosmique et ce qui se passe dans le ciel. Mais qu'à l'intérieur de nous, il en est de même. Et lorsque vous prenez ce qu'est le ciel à l'intérieur de nous, c'est le psychisme. Et lorsque vous prenez ce qu'est la terre à l'intérieur de nous, c'est le corps. Et que tout ce qui se passe dans le corps est déterminé par le champ du psychique. Et que intégrer cette notion-là, c'est comprendre que c'est parce qu'il existe une régulation et un contrôle que la vie peut fonctionner. J'étais quand même pas mal perturbé. Moi, je suis quelqu'un qui est issu des années post-68, donc nourri d'un humanisme sauveteur et salvateur, etc., etc. Et là, je me rends compte, je me dis, mais attends, c'est presque antinomique avec ce que je croyais. Il ne faut pas materner, mais il faut redonner les moyens de contrôler. Et puis j'ai continué mon travail et mes recherches, mais je me suis rendu compte que dans le corps, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et qu'on oublie toujours qu'une des premières fonctions de notre système immunitaire, c'est pas de nous protéger de ce qui vient de dehors, c'est d'abord de faire le ménage en interne. C'est-à-dire d'être capable de faire disparaître les cellules qui sont arrivées dans une phase qui s'appelle l'apoptose. Sauf que lorsqu'on ne fait plus ça, eh bien il se passe quelque chose qui fait que le cycle de contrôle disparaît, le cycle d'engendrement s'emballe, ça donne le cancer. Pour en revenir à une notion plus prosaïque en termes de pratique, dans une séance, donc vous expliquez l'importance de l'entretien, l'importance de faire accoucher en quelque sorte la personne, des éléments qui vont constituer son parcours de vie, ses ressentis et sa dimension psycho-émotionnelle. Est-ce que ça amène à une pratique un peu plus axée sur la parole que ne le sont les pratiques originelles en shiatsu ? Bien, cela va dépendre du style peut-être qui est pratiqué. Il y a des styles où on parle très peu. Il y a des praticiens shiatsu qui parlent très peu, ou quasiment pas du tout, à part demander quelle zone fait mal, ou etc. Et pourquoi pas ? Par exemple, le jour où j'ai rencontré les représentants de l'école Namikoshi, j'y suis allé sans a priori, et j'ai découvert une technique qui était absolument pas énergétique, dans laquelle la phase de l'entretien était quand même plutôt courte, même si elle était très précise, et qui pour autant avait une grande efficacité. Donc je ne sais pas si c'est l'entretien qui fait l'efficacité ou pas, ou l'absence d'entretien et la technique qui fait l'efficacité. Je sais qu'effectivement, dans l'approche qui est notamment celle de la médecine traditionnelle chinoise, et qui est aussi la mienne, celle que j'enseigne en tout cas, on est assez proche par exemple des notions de l'entretien qui existent avec la médecine homéopathique. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'entretien qui, lors de la première séance, va prendre 20 minutes à 30 minutes suivant l'importance du cas, et pendant laquelle donc, le patient va trouver une place dans laquelle il va pouvoir exprimer quelque chose, on va lui ouvrir une porte, on va essayer de générer chez lui une espèce de relâchement, de détente et donc d'accueil à ce qui va se passer ensuite derrière, mais ça n'enlève à rien la précision du travail qui va se faire après sur le plan physique. C'est-à-dire que nous ne rentrons absolument pas dans une démarche ou dans un entretien de type psychologie de café du commerce. Nous sommes vraiment dans le fait que la connaissance des liens psycho-énergétiques chez le praticien n'est pas destinée à ce qu'il dise au patient ce qu'il y a, mais est destinée à lui permettre de poser les bonnes questions pour permettre au patient de faire le lien lui. Et c'est vraiment une démarche qui est une démarche très particulière et très précise, dans laquelle on est dans cette notion, vous parliez d'accoucher tout à l'heure, on est dans une notion qui s'appelle la maïotique. On est vraiment dans cette vision socratique des choses, dans lesquelles, oui, il y a une dimension révélateur qui est très importante chez le praticien. Mais il y a une dimension révélateur qui est simplement de mise en lumière.
et de ne pas être celui qui sait. C'est d'accepter au plus profond de lui-même, au contraire, d'être celui qui ne sait rien, parce qu'il sait juste une chose, c'est que c'est le patient qui sait tout, et que ce qu'il faut qu'il sache, c'est de lui faire dire, c'est de lui en faire prendre conscience. Et donc, il y a une partie qui est importante. Cette partie, elle est importante surtout lors du premier rendez-vous. Donc, une séance de shiatsu, grosso modo, en tout cas, nous, on conseille 1 heure de temps. Et dans cette heure de temps, il y a 20-25 minutes, grosso modo, consacrées à l'entretien, et les 30-35 minutes qui restent sont consacrées à de la technique. Soit une technique de repérage avec des outils comme les techniques de prise de pouls, les lecteurs de dos, la palpation abdominale, l'empuku, enfin, etc., etc. Et ensuite, eh bien, il y a le travail spécifique, des points qui vont être choisis, et des techniques shiatsu qui vont être choisies. Ensuite, en deuxième intention ou en troisième intention, le temps de l'entretien, c'est juste un bilan de retour de ce qui s'est passé après la première séance, donc qui va durer 10 minutes, un quart d'heure, et le reste du temps va être consacré à de la technique shiatsu pure, que ce soit dans l'axe ostéo-articulaire comme dans l'axe énergétique pur. Un des enjeux quand on fait du shiatsu, notamment auprès d'une audience occidentale, c'est de chasser un peu ce qu'on appelle le mental, pour dire un gros mot. Est-ce que cette approche-là n'est pas de nature à ramener un peu de mental, là où peut-être la personne, au contraire, doit en être un peu libérée pour rentrer dans quelque chose de plus physique et intérieur? Bien évidemment, les Occidentaux fonctionnent d'abord avec le cortex. Donc un patient qui s'assied devant vous, il va avoir tendance à se brancher sur ce cortex. Donc il a une idée, une vision particulière de ce qui lui arrive, etc., etc. Mais je rappelle toujours aux praticiens que je forme que si la personne est assise là devant nous, elle est déjà dans une démarche. Elle a pris du temps. Elle va dépenser de l'argent sans être prise en charge. Elle va vers quelque chose qu'elle ne connaît pas. Et elle a accepté de faire ce trajet et ce parcours parce qu'elle a envie d'entendre autre chose. La responsabilité du praticien, et ça fait partie des éléments qui appartiennent bien sûr aux formations professionnelles, en tout cas celles que je fais dans mon institut, va être une capacité à, en partant du mental, à amener celui-ci à être progressivement associé puis débrayé par le fait qu'on va permettre au patient d'aller contacter le champ émotionnel qui est derrière sa zone de souffrance. Parce qu'il se passe quelque chose d'absolument troublant. C'est que quand vous amenez le patient à un repositionnement historique, à la remise dans un contexte, à la suggestion éventuelle d'interaction, il y a un moment donné où il se passe ce qu'on appelle un insight. C'est le moment où le patient dit « Oh oui, bon sang, mais oui, c'est bien sûr, c'est ça. Oui, c'est vrai, j'ai vécu. » Et là, il y a un vécu qui dépasse le cortex. On le voit tout de suite parce qu'il y a des manifestations physiques. On a touché le champ de l'émotion. La personne devient rouge, elle transpire, elle a les larmes aux yeux, elle se met à rire, elle bafouille, etc., etc. Et donc, on voit que là a été touché ce qui était la zone qui avait besoin de s'exprimer, qui, comme elle n'y arrivait pas parce que le cortex mettait une chape de plomb, avait choisi de s'exprimer à travers une zone corporelle particulière. Et à partir de là, bien entendu, le travail va se faire avec une rapidité absolument incroyable, parce que quand vous amenez la personne à mettre du sens sur ce qui lui arrive, vous la sortez de l'état de victime et vous la rendez à nouveau actrice de ce qui est. Évidemment qu'on va rencontrer des patients qui sont des patients qui pourront sembler, quelles que soient les raisons, réfractaires à ce discours-là. Et la question, elle fait partie des axes de déontologie fondamentaux que tous les praticiens référencés par l'Institut signent, à savoir qu'on ne cherche absolument pas à convertir qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans ce schéma-là, on va lui dire que, bien entendu, elle a raison, etc. Qu'en revanche, on va entre guillemets semer des graines. C'est-à-dire qu'on va lui dire, c'est vrai qu'on a souvent vu les personnes qui avaient une douleur dans telle partie du corps avoir vécu ce genre de situation, etc. Mais ça n'est sans doute pas votre cas. On va s'occuper de cela mécaniquement, on va faire tel type de travail sur le plan physique, je vais aller stimuler certains points d'acupuncture, etc. Et vous verrez ce que cela produit. Et ce qui est troublant dans ces cas-là, c'est qu'au moins une fois sur deux, quand la personne se relève du futon, elle dit, vous savez, j'ai réfléchi à ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est vrai que j'avais vécu quelque chose un peu d'équivalent de ça. Ou c'est quand elle arrive à la porte et qu'elle va vous dire au revoir, qu'elle dit, mais vous savez, c'est peut-être pas tout à fait faux. Ou éventuellement en deuxième intention, quand elle revient au deuxième rendez-vous, elle va dire, vous savez, ça m'a fait réfléchir un peu ce que vous m'avez dit, ça m'a bousculé, etc., etc. Mais c'est vrai, effectivement, qu'il y a eu quelque chose, etc. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on sait que la partie, elle est gagnée, parce que là, le patient devient totalement proactif. Mais on n'est pas dans du magique, c'est-à-dire que ça n'est pas systématiquement que ça va pouvoir fonctionner. Vous m'avez parlé d'un ouvrage à paraître. Quels sont aussi les rendez-vous que vous vous donnez? Comment vous voyez les prochains mois?
Les prochains mois, oui, il y a beaucoup de choses. À nouveau, je suis un pèlerin avec son bâton, infatigable et toujours sur le chemin, que ce soit à l'intérieur de mon institut où j'ai développé ces dernières années un certain nombre de protocoles fondamentaux pour que les praticiens ne soient pas démunis. Donc des protocoles sur l'endométriose, les dysménorrhées, les acouphènes, les névralgies cervico-brachiales, la fibromyalgie, les sciatiques, les cruralgies, etc., etc. Et bien entendu, tout ce qui touche aux ados, c'est-à-dire la désespérance, etc. Et un autre en plus très spécifique sur la douleur. Donc de façon à ce que les praticiens continuent à avoir des outils, et donc là je leur livre mon expérience, mon métier, la manière avec laquelle j'avais conceptualisé les choses, mais qui était une pratique personnelle, et qu'aujourd'hui je leur donne. Le deuxième des champs dans lesquels, bien sûr, c'est l'écriture. Cette écriture, là aussi, je suis une plume permanente. Et donc, j'ai repris à zéro un ouvrage qui était paru il y a très longtemps et que j'ai entièrement reformaté, entièrement recréé, qui s'appelle « Un corps pour me soigner, une âme pour me guérir » et dont le sous-titre, c'est « Aux sources de la guérison », qui est un ouvrage dans lequel je reviens sur la manière avec laquelle nos modes de vie et nos comportements, qu'ils soient physiques ou psychiques, font le lit de la maladie. Et comment on peut sortir de ce schéma-là, et comment on peut intégrer qu'à un moment donné, si notre corps, il essaye, à travers les anticorps, à travers un certain nombre de processus biologiques, de nous soigner, la seule chose qui puisse nous guérir, c'est notre âme. Et j'argumente ça, évidemment. J'argumente ça sur le plan de l'identification de qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que l'esprit, qu'est-ce que c'est que la conscience, et en quoi ces éléments-là peuvent nous amener à la guérison. Pourquoi y a-t-il ce grand courant du mindfulness et de la reconduite de la conscience ? Est-ce que reconduire la conscience dans un organe est quelque chose qui peut aider ? J'argumente tout ce champ-là et ce schéma-là. Et pour aller au bout de cette vision, je vais m'appuyer jusque sur les EMI, c'est-à-dire ces expériences de mort imminente, ce qu'on appelle les NDE aussi, et qui sont quelque chose de particulièrement troublant, au-delà de la question d'une personne qui a été déclarée morte et qui est revenue, ça c'est la première des choses, bien entendu, mais qui va bien au-delà de ça, parce qu'il y a un constat très 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 troublant avec les EMI, qui est que les personnes qui ont vécu un EMI et qui avaient une maladie grave, voire incurable, quand ils sont revenus de leur EMI, ils étaient guéris et ils avaient un corps entièrement sain. Et ça c'est quelque chose qui est absolument giflant, qui est absolument perturbant, qui est absolument interpellant. Surtout quand on connaît le nombre de EMI qui existent. Il y a plusieurs millions de EMI en France. On estime à 4,5% de la population des pays le nombre de personnes qui font un EMI. Tout ça est sous un boisseau de silence. Et je vais au bout de cela en disant, et il n'est pas obligatoirement nécessaire de faire une EMI en plus pour aller rencontrer cette dimension de la conscience qui est celle qui finalement va peut-être guérir, puisque des rémissions spontanées, il en existe aussi en dehors des EMI. Et j'y cite là le cas personnel, qui est un vécu personnel que j'ai eu avec mon père, où je raconte toute l'histoire et comment mon père, d'un diabétique insulinodépendant et quelqu'un qui, à 83 ans, a un corps qui est redevenu entièrement sain, quel a été le process ? Quel a été l'élément ? Parce que tous les gens qui reviennent d'une EMI disent la même chose. Ils ont rencontré un tunnel avec de la lumière et de l'amour inconditionnel. Alors est-ce que ça serait cette inconditionnalité d'un amour absolu qui à un moment donné nous réconcilierait avec la vie et nous ramènerait à remettre de la conscience dans les zones qui conviennent ? Je pense que oui. Et ça s'argumente et ça se développe. Et ça, c'est tout le propos de cet ouvrage-là. En dehors de cela, bien entendu, je communique, comme je suis en train de le faire avec vous, je communique dans des émissions, je communique dans des articles, je participe à des congrès, et voilà, j'ai fait il n'y a pas très longtemps à Annecy un congrès sur la conscience, où il y avait tout un parterre, Laurent Gounel, Frédéric Lenoir, etc., où on s'est tous retrouvés autour de cette idée fondamentale de l'importance centrale et de l'importance majeure de ce qu'est la conscience. Merci Michel Odoul. Merci François Olivier. Ainsi se referme notre conversation avec Michel Odoul, une grande rencontre de l'année 2025. Elle a donné lieu, je le rappelle, à 2 épisodes de podcast. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à l'interview de Michel Odoul recueillie par Yvan Bell et disponible sous forme écrite sur le site de Ryoho Shiatsu. Et puis, il y a l'œuvre de Michel Odoul, plus de 30 ans de publication d'ouvrages sur le Shiatsu. Un lien vers sa bibliographie est disponible en description de cet épisode. Merci à nouveau de votre attention, de votre intérêt au fil des mois, que vous nous suiviez sur le site de Ryoho Shiatsu ou à travers une plateforme de podcast. Nous nous retrouvons en 2026 sur les pas du Shiatsu.